Donc je fais 13e, je crois. Je suis le seul coureur qui arrive avec le maillot des givrés de Nike. Moi, j'avais que des athlètes qui étaient dans des teams, etc. Et donc voilà, je buvais de l'eau avec de la grenadine, boisson énergétique zéro, alimentation zéro, pas d'entraîneur. J'avais une montre qui faisait même pas chronomètre au départ, donc Salut toutes les trailers, salut tous les trailers et ceux qui ne le sont pas d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Trail Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Juste avant de passer à la présentation de mon nouvel invité sous le format interview une nouvelle fois, je souhaitais faire un petit coucou aux nouveaux Patreons qui nous ont rejoints cette semaine. Et je pense à Laurent Panier et Nico Cartron. Je vous remercie tous les deux de nous avoir rejoints dans cette magnifique communauté bienveillante et une communauté de partage autour du trail. Nous échangeons par différents moyens sur notre passion commune. Donc merci énormément. Si vous souhaitez rejoindre la communauté des Patreons, rendez-vous sur patreon.com/Let's Trail le podcast. Allez, passons maintenant à la présentation de mon invité du jour. Dans cet épisode, j'ai fait appel à un ultra-trailer de 42 ans qui habite à Naï dans les Pyrénées-Atlantiques, marié et papa de 2 garçons. Il a tout d'abord pratiqué la natation et puis s'est mis au rugby pendant de longues années. Et d'ailleurs, pendant une longue période, il a cumulé les 2 activités, trail et rugby. Et il a eu d'énormes performances, et notamment en 2018 où pendant quelques centaines de kilomètres, il a été devant et a couru avec François Den sur la Diagonale des Fous, lors de laquelle il termine 3e. Il remporte beaucoup de compétitions sur ces formats-là. Et puis il revient cette année très fort avec 2 gros objectifs qui sont l'UTMB et la Diagonale des Fous une nouvelle fois. Nous parlerons de son passé sportif, de la manière avec laquelle il arrive à gérer son emploi du temps plus que chargé puisqu'il a repris l'exploitation agricole familiale. Il nous parlera également de ses entraînements, de son coach. Et puis nous parlerons de son plus beau souvenir, de son pire souvenir, de ce moment extraordinaire, du moment qu'est-ce que je fous là, et bien évidemment les questions rapides. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, je vous laisse profiter de ma conversation avec Maxime Casajous. Salut Maxime, comment vas-tu? Je te remercie énormément de nous rejoindre sur le podcast. Bonjour à tous, ça va très bien. Alors je crois qu'on dit Casajous, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, on prononce le S. On prononce le S, donc ça c'est important à savoir. Deuxième chose, je tiens à saluer Mathieu Bouzig de la section Trail d'Aix-Châtelet qui nous a mis en relation. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu connais Mathieu? Ouais, Mathieu, c'est un Béarnais comme moi. Il habite un village à côté de chez moi et je travaille avec son papa. Et donc, il est expatrié du côté d'Aix où il pratique le trail avec vous. Et voilà, du coup, je connais très bien son père. Il m'a demandé si je voulais bien participer et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ça. Donc super, merci à Mathieu encore une nouvelle fois pour la mise en relation. C'est très sympa à lui. Maxime, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Oui, donc Maxime Casajous, je suis béarnais, j'habite à Naï, dans les Pyrénées-Atlantiques. J'ai 42 ans, je suis marié et papa de 2 garçons de 7 ans et 12 ans, donc je pratique le trail. Au niveau amateur, je suis pas professionnel, voilà, je travaille à côté, à la communauté des communes du Pays de Naï, je suis responsable du service d'assainissement. Et je travaille aussi sur l'exploitation agricole familiale. Et donc sportivement, je pratique le trail un peu toutes les distances. Mais ces 4-5 dernières années, c'était plutôt l'ultra-trail, mes distances de prédilection avec 5 participations à la Diagonale des Fous notamment. Et des bons résultats sur des courses longue distance. Alors, t'as vu, moi le premier souvenir qui me vient là, c'est ta longue échappée avec François Den sur je crois que c'est 2018 ou 2019, je me rappelle plus, où t'avais fait une bonne partie de course devant lui même, il me semble. Ouais. Donc on en reparlera plus en profondeur tout à l'heure, si tu veux bien. Tu sais que moi dans le podcast, j'aime bien commencer par le début de l'histoire de mes invités. Est-ce que tu pourrais nous raconter, nous dire l'environnement dans lequel tu as grandi, l'environnement familial, et puis parler aussi de la place du sport dans cet environnement-là? Ouais, moi je suis fils d'agriculteur, donc j'ai grandi à Naï. La place du sport, dans ma famille, il y en avait pas trop. Mon père jouait au rugby, pilier. Ma mère faisait pas de sport et quand j'étais gamin, c'était le boulot avant tout. Donc, j'ai pas forcément eu des parents qui m'ont poussé à aller vers le sport parce que d'abord, ils avaient beaucoup de boulot, ils avaient des vaches laitières.
Donc le sport, je m'y suis mis un peu tout seul en allant à côté de la maison. D'abord, j'ai fait de la natation, après du foot, et puis finalement, mon père venait pas me voir au foot parce que lui, c'était un rugbyman. Donc je me suis mis au rugby pour qu'il vienne me voir sur le bord des terrains en cadet. Et du coup, ben, j'ai joué au rugby de cadet jusqu'à l'âge de 29 ans. Voilà, un peu poussé, pas poussé, mais un peu pour faire plaisir à. Mais j'adorais ce sport, hein, mais c'était plus dans la tradition familiale, le rugby, que le foot. Et la course à pied, ben, j'ai toujours aimé courir, faire du vélo. C'est des sports qui m'ont toujours plu depuis tout petit. Alors pourquoi, ça je saurais pas dire, mais je sais que quand on allait au champ avec mon grand-père chercher les vaches, il me criait tout le temps dessus parce que je courais tout le temps. Je courais et j'excitais les vaches et ça lui plaisait pas trop. Donc, c'est quelque chose, voilà, que j'ai toujours aimé courir. Et quand je joue au rugby, ben, l'été, je faisais quelques courses locales, des petites courses à la montagne ou comme ça. Et voilà, donc j'ai toujours adoré un peu tous les sports, Des frères, globalement. est-ce que tu as des frères, des sœurs ou fils unique? Non, j'ai un frère, ouais, qui a 3 ans de moins que moi, Ouais. qui a 39 ans. Et voilà, qui a joué au foot aussi et qui est pas mordu de sport comme moi maintenant. Lui, c'est plutôt le côté fêtard, c'est un peu l'opposé de moi, c'est un bringueur. Mais voilà, on s'entend très bien et on a chacun nos spécialités. Moi, le sport et lui, la fête. Tu disais juste avant que tu avais commencé par pratiquer le football. C'est vrai que c'est pas le sport le plus enfin alors c'est pas le sport le plus représenté il me semble dans le sud-ouest, hein, au contraire de ce qui se fait chez nous dans le sud-est. T'étais vu un peu du coup tu parlais un petit peu de cette vision qu'avait ton père du football, il préférait plutôt que ce soit le rugby. Toi de ton côté c'était comment tu percevais la chose? Tu étais dans quel état d'esprit par le fait de pratiquer le foot? Ah, j'adorais le foot, j'aimais bien le foot, mais c'était juste pour voilà, le regard que peut avoir un fils, enfin l'admiration de son père ou comme ça, essayer de chercher. Donc, comme il venait jamais me voir sur le bord des terrains de foot, j'ai essayé le rugby en me disant peut-être qu'il viendra me voir. Et finalement, ça a marché. J'ai joué demi-de-mêlée au rugby, je m'en suis bien sorti aussi. Et du coup, mon père venait me voir sur les terrains de rugby. Donc, c'était. Voilà, mais j'aurais pu jouer au foot comme j'ai pu jouer au rugby. J'aime bien les deux. Toujours une question que je me pose, moi ce qui est important pour déterminer un petit peu le profil des invités, c'est quelle était ta vision de la compétition, ta vision du sport? Est-ce que tu étais plus dans une démarche sport plaisir ou vraiment dans une démarche de victoire et de compétition? Non, j'ai toujours été compétiteur, un mauvais perdant depuis tout petit. Quand je joue au foot dans la cour avec mes frères et cousins, il fallait que je gagne. Non, j'ai toujours eu ce mental ouais, de vouloir gagner, quoi. Voilà, clairement, j'étais mauvais perdant. Donc, ça s'est peut-être ressenti par la suite parce que dès que je faisais une compétition, ben, je m'alignais pour essayer de la gagner. Et j'avais pas de prédisposition pour être doué en course à pied. Je me rappelle qu'au collège, les crosses, j'ai jamais gagné un cross au collège. J'étais toujours un peu loin, bon, parce qu'à l'âge de 10 ans, c'est quelque chose de particulier. J'ai eu un accident en vélo, je me suis fait faucher par une voiture, j'ai eu une double fracture ouverte du fémur. J'ai passé 3 mois à l'hôpital avec une broche dans le tibia et le fémur. Après 3 mois à la maison, couché, plâtré ouais, jusqu'au bassin. Donc à l'âge de 10 ans, après 6 mois, j'ai réappris à marcher avec un déambulateur. Et ça a peut-être été voilà, peut-être un choc par rapport au sport aussi et au fait de derrière faire du sport à outrance pour profiter, se dire voilà, j'ai connu ça et aujourd'hui le sport c'est important dans ma vie. Donc du coup j'avais 10 ans et derrière, voilà, j'ai jamais été doué en course à pied parce que je pense que les séquelles de l'accident, je suis resté petit, assez costaud, assez rond et j'étais pas fort en course à pied, mais je faisais les crosses et je râlais de pas être bon et quand je rentrais chez moi, j'allais m'entraîner tout seul dans mon coin et finalement, eh bien, à force d'entraînement, mon premier cross, je l'ai gagné au lycée. Et après, ben, je me suis mis petit à petit à la course à pied, mais j'ai pas l'impression d'avoir eu des prédispositions naturelles à la base. Contrairement à des gamins qui, en sixième, en cinquième, ils survolaient les crosses, ils gagnaient tout et on voyait qu'ils étaient faciles. Moi, j'avais pas ces qualités-là. Donc un tempérament de compétiteur à la base et cet événement, cet incident, cet accident a, j'imagine, renforcé la motivation. Tu as senti une réelle différence entre avant l'accident et après? Tu étais encore plus déterminé? Tu voulais prouver encore Non, plus? je sais pas, je l'ai analysé après. Enfin voilà, je l'analyse maintenant encore en me disant, des fois on me dit, mais pourquoi tu cours autant? Pourquoi tu fais ça? Des courses de 160 bornes, c'est pas humain.
c'est que je me dis: «Ouais, il y a peut-être eu quelque chose dans ma jeunesse», donc ça peut expliquer le fait que j'ai eu cet accident, et que j'aurais pu être privé de mes jambes aujourd'hui enfin et après d'avoir fait du sport à outrance, quoi. Parce que c'est sûr que pratiquer l'ultra trail, c'est pas quelque chose de commun, je pense, c'est On beaucoup est... d'entraînement, beaucoup de kilomètres, beaucoup d'heures, Hmm. voilà. Je suis dans ce milieu-là par rapport au podcast depuis quelques années et j'en pratique aussi moi. C'est vrai on a tendance à plus se rendre compte de, de la chose en fait, de ce que c'est de faire des longues heures d'entraînement, des courses de plusieurs heures, etc. Mais c'est vrai que quand t'en parles un peu autour de toi à des gens qui sont pas dans le milieu, ça surprend Oui. toujours un peu. Mmh. Est-ce que tu penses que, je suis désolé si je reviens encore une fois sur cet accident qui, je pense, a été déterminant dans ton parcours, mais est-ce que en quel, ta vie aurait été différente en quoi si tu n'avais pas eu cet accident, de ton point de vue? Ah, beh, j'ai pas eu de séquelles derrière, donc peut-être, juste sur le côté, mental et le fait de vouloir, voilà, faire autant de sport derrière, quoi. Autant profiter de la montagne, de sa santé et voilà, peut-être que ça aurait été différent en ce sens-là. Je sais pas trop, ouais. Pareil, j'aurais pas fait de course à pied derrière, je sais pas dire. Tu as cru ne plus Ouais, jamais pouvoir faire de sport? ah oui, 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 clairement. Quand tu réapprends à marcher avec un déambulateur, tu pas quelques années après, voilà, oui, ça a été quand même été un traumatisme. J'avais que 10 ans, donc tu te rends pas trop compte non plus de ce qui s'est passé, mais je pense que dans ton inconscient, ça reste un traumatisme qui peut-être peut expliquer derrière, le fait de s'être remis au sport de cette façon-là et d'en faire beaucoup. Mhm. Toi, tu as un point de vue, on en parlera plus précisément un peu plus tard, mais sur cet aspect de faire énormément, enfin beaucoup de sport, hein, comme comme la majorité des ultra-trailers. Tu te sens, comment dire, on dirait que tu t'en excuses presque de faire autant de sport. Quelle Ouais, est parce ta que c'est vision? commun, par rapport à la vie de famille, à tout ça. Moi, si j'ai pas mon footing quotidien, voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ma vie. Mhm, Donc après, quand tu fais de la compétition, c'est à outrance parce que quand tu es compétiteur, tu veux performer sur un ultra, il faut faire des heures d'entraînement et c'est des sacrifices. Et voilà, à côté de ça, il y a un boulot, il y a l'exploitation agricole, il y a les enfants, il y a mon épouse. Donc oui, des fois, j'en parle j'ai une femme hyper conciliante, elle comprend aussi. Mais forcément, tu mets entre parenthèses certaines choses de ta vie, quoi, mhm. quand tu fais du sport à ce niveau-là. On y reviendra un peu plus en détail sur cet aspect-là juste après. J'aimerais revenir sur la période adolescence, début de l'âge adulte. Tu peux nous expliquer un petit peu comment tu te voyais dans l'avenir, vers quoi tu voulais te former, peut-être un peu professionnellement, quel Maxime tu voulais devenir après cet accident-là, quelques années plus tard. Moi, je rêvais d'être agriculteur. Mes parents étaient agriculteurs, j'ai fait des études là-dedans. Et le sport, je me projetais pas. Enfin, si on m'avait dit, tu feras la diagonale des fous un jour pour essayer de la gagner, j'aurais jamais pensé. Donc voilà, j'ai fait des études pour être agriculteur. Finalement, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans les métiers de l'eau, de l'assainissement, de l'environnement et je n'ai pas repris l'exploitation agricole avec des vaches, mais juste avec du maïs. Et, et sportivement, j'ai toujours aimé courir. Devant chez moi, il y avait une course qui passait, le Givre de Nice, c'est un semi-marathon. Et tout gamin, je regardais les mecs passer en courant et tout. Je me disais, ouais, c'est génial. Il me tarde de pouvoir le faire. Et dès que j'ai eu 14 ans, je l'ai fait. Il y avait une course de 13 km. J'ai couru les 13 kilomètres. Et en me disant, voilà, c'était pour participer. J'avais pas d'objectif de gagner ou quoi que ce soit. Et par contre, ouais, après, ouais, comme j'étais mauvais, enfin, pas mauvais perdant, mais comme j'aimais gagner, ben forcément, quand je me suis mis à d'autres courses, je me suis entraîné plus pour essayer de performer. Ouais. T'étais pas mauvais perdant, mais t'étais bon gagnant, quoi. Voilà, c'est ça. 13 km à 14 ans, c'est pas rien quand même, hein. C'est à Ouais, l'époque, ouais, enfin, j'avais eu une médaille à la fin parce que j'étais le plus jeune à participer. Et voilà, donc ça s'était bien passé. J'avais fait ça, bon, pas super chrono, je pense, mais j'avais pas de notion d'athlétisme, de chrono, de cardio, tout ça à l'époque. J'avais mis mes chaussures, un short, un t-shirt et j'étais parti faire le 13 km. pas de club d'athlétisme.
Ah non, la Naï, il y a des givrés de Naï, mais bon, à l'époque, voilà, 14 ans, j'y étais pas au club. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ta rencontre avec le trail à proprement parler? Je crois que c'est aux alentours de 18 ans, si j'ai bien vu, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y avait pas mal de courses ici, c'était des run and bike. Ouais. C'était des villages, souvent pour les fêtes, ils organisaient un petit run and bike là, donc il y en avait un à Ferrières, c'est un petit village de montagne, avec une partie trail, une partie VTT. Et moi, je jouais, ouais, j'avais 16 ans, je pense. C'était ma première année de rugby et avec un copain qui joue ouverture, moi je jouais demi de mêlée, lui il avait fait la partie VTT. Et moi j'avais fait la partie trail et j'avais bien accroché. Et après, par la suite, il y en a eu d'autres dans des villages sur lesquels j'ai participé. Et après, il y avait le trail de la Corrida à l'Estelle, c'est à côté de chez moi, c'est les sentiers où je m'entraîne et où on allait randonner avec mon grand-père quand j'étais gamin. Donc j'avais fait cette course, mon grand-père était vivant, j'avais fait cinquième, et l'année d'après il est décédé, et moi, j'avais 25 ans, et je me suis juré de la gagner pour lui parce qu'il était à bloc derrière moi, il me suivait, voilà, c'était le papy, fier de son petit-fils. Donc dès que la saison de rugby a été finie, je me suis entraîné mais, tout l'été comme un malade. La course était le 15 septembre, donc j'ai même repoussé le début de ma saison de rugby pour m'aligner sur cette course. Et donc j'arrive là, enfin voilà, personne ne me connaissait. Il y avait Gilles Bessayre et Christophe Basson, qui étaient quand même à l'époque deux coureurs. Bessayre, il avait gagné 3 fois les Templiers. Christophe Basson, ancien cycliste pro, qui était chez Salomon et tout. Et moi, voilà, j'étais Maxime Casajous qui jouait au rugby et qui venait faire son petit trail. Et je m'étais entraîné vraiment comme un fou tout l'été dans la tête de gagner juste pour mon grand-père, quoi. Et finalement, j'ai gagné la course. Et donc, ça a été Ah oui. peut-être un peu le déclic parce que derrière, pour gagner le trophée, c'était un bout de bois avec une cloche de hache suspendue dessus. Il fallait gagner 3 ans d'affilée. Donc, du coup, ben, l'année d'après, pareil, j'ai joué au rugby, j'ai fini la saison, je me suis entraîné tout l'été pour cette course. J'ai remporté la deuxième fois et la troisième année, ben, rebelote et voilà. Et du coup, je suis arrivé à 27 ans à gagner 3 fois cette course et tout le monde, dès que je me pointais sur une course, il disait putain, le gars, il joue au rugby toute l'année, il vient sur des trails, il gagne. Et voilà, ça a épaté, enfin, ça surprenait du monde, quoi. Et finalement, eh bien, à 29 ans, quand mon fils est né, j'ai fait ma maison, j'ai arrêté le rugby pendant une année. Et l'année d'après, plutôt que de reprendre le rugby, je me suis dit, bon, ben, je vais faire que du trail, comme ça sera moins contraignant que le rugby, que 3 entraînements par semaine et tout. Et bon, mais ça n'a pas été moins contraignant parce que la première année, je l'ai fait un peu en dilettante, mais j'ai eu très vite des bons résultats et j'ai mis le pied à l'étrier de m'entraîner 4 fois, puis 5 fois par semaine, rencontrer un entraîneur et voilà, et c'était parti, quoi. Mais j'avais 30 ans. Voilà, j'ai pas fait ça, Mhm. je m'y suis sur le tard. Tu nous as parlé à plusieurs reprises de ton grand-père. On a l'impression qu'il avait vraiment une place très très importante dans ta vie. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu? Est-ce qu'il était sportif et surtout qu'est-ce qu'il t'apportait au quotidien? Ouais, sportif, il aimait le foot. Mais non, c'était un montagnard, c'était un chasseur. Voilà, il adorait la montagne. Donc moi, tout petit, il m'a amené faire des randonnées. C'est pas mon grand-père de la ferme, c'est l'autre grand-père, mon grand-père maternel. Mais il adorait la montagne, donc il m'a amené faire des randonnées en montagne le samedi. Donc il m'a apporté ce côté-là de peut-être aimer la montagne, la nature, et le sport. Et voilà, quoi. Et puis c'était un peu celui qui me portait au Panthéon. Voilà, il y a toujours une affinité avec peut-être un grand-père plus Hmm. que l'autre. Et puis, c'est vrai qu'il était toujours derrière moi, à me faire plaisir, à faire ce que je voulais. Et j'aimais bien la montagne, donc on partageait ça ensemble. Pour en venir à la période où tu jonglais entre ta pratique du rugby et la pratique du trail, du coup, je serais curieux de savoir un peu comment tu t'organisais, comment tu t'entraînais. J'imagine que, alors je dis ça peut-être au hasard, t'étais pas suivi par un coach. Non. J'imagine que j'ai l'impression que tu t'entraînais tout seul. Et comment tu arrivais à organiser tes entraînements? J'achetais les magazines de trail, et je regardais les programmes d'entraînement en fonction des distances. J'essayais de respecter ça un peu, mais dès qu'arrivait le mois d'avril ou mai, c'est vrai que j'arrivais sur le stade de rugby 1 heure avant tout le monde. J'allais faire 1 heure je courais 1 heure de temps autour du stade et après je faisais mon entraînement avec tout le monde. Parce que à partir du mois de mai-juin, il y avait des petits trails et des courses à la montagne qui arrivaient dans le coin. Comme le rugby était fini, je voulais être en forme. Et ça m'est même arrivé de faire le givré de Naï, donc la course qui passe devant chez moi, le 13 km le matin, et de jouer un match de rugby l'après-midi.
ou de préparer la Pyrénéa Triathlon. C'est un triathlon des neiges avec vélo, course à pied, ma saison d'hiver. Et en même temps que je joue au rugby, j'allais m'entraîner le samedi et je joue au rugby le dimanche. Et voilà, je voulais pas laisser le rugby parce que voilà, quand on a 25 ans, c'est les potes, c'est la fête, j'adorais ça. Et je me voyais pas que faire un sport individuel parce que j'étais assez seul là-dedans, quoi. C'était vraiment le trail il y a 15 ans, c'était pas comme aujourd'hui, quoi. Il y avait T'étais un pas. extraterrestre. Non, ouais, après, pour mes copains rugbyman, ils comprenaient pas, quoi. Quand on faisait des échauffements, c'est moi qui faisais l'échauffement, ils me disaient, bon, stop, on va être mort pour le match. Et eux, ils comprenaient pas ce. Non, voilà. Disons que ouais, sur les terrains de rugby, j'avais pas de difficulté à faire le second rideau et à coller au ballon. Quelle qualité, de ton point de vue, ça t'a apporté le fait de jouer au rugby en même temps que tu faisais du trail? Peut-être de la solidité, euh, Ouais, je du pense que romal? c'était ouais, de la technicité, parce Mhm. qu'en descente, voilà, quand même dans le trail, la descente, c'est hyper important. Et on voit des athlètes qui viennent de l'athlétisme ou du vélo, et c'est vrai qu'ils ont du mal en termes de proprioception à s'adapter aux descentes et tout. Et le fait de jouer au rugby, d'être sur des terrains avec des trous, de faire des crochets, d'avoir des appuis, eh ben, je pense qu'en descente, ça aide énormément. Donc ça m'a aidé. Après, le côté mental aussi, se dépasser, se faire mal. La simplicité, parce que je pense que le trail, c'est un sport avec un milieu simple, où il faut de l'humilité et tout ça. Et je pense qu'en rugby, c'est un peu les valeurs qu'on va retrouver de dépassement, ouais, d'humilité, voilà, des belles valeurs, quoi. À quel moment tu prends conscience que tu peux performer, tu peux faire, alors tu l'as dit juste avant, hein, le trail c'était un milieu très très restreint, pas du tout démocratisé à l'époque. Mais à quel moment tu te dis, bon, tu nous as parlé un petit peu de ces victoires sur les courses autour de chez toi, mais à quel moment tu penses que vraiment tu as un potentiel qui peut être utilisé peut-être à plus haut niveau? Euh, c'est ben, ma première année où je fais vraiment que du trail. J'ai enchaîné pas mal de courses dans les Pyrénées et j'en ai gagné pas mal. Et en fin de saison, je fais les Templiers. C'était ma première longue distance où je fais 13e, je crois. Je suis le seul coureur qui arrive avec le maillot des givrés de Nike. Vraiment, avec des athlètes qui étaient dans des teams, etc. Et donc, voilà, je buvais de l'eau avec de la grenadine, boisson énergétique zéro, alimentation zéro, pas d'entraîneur. J'avais une montre qui faisait même pas chronomètre au départ. Donc, et suite à cette course, j'ai rencontré ben, mon entraîneur, qui est devenu un ami, au mariage d'un copain et voilà, qui m'a questionné, qui m'a dit, ouais, j'ai suivi ta saison, tes courses, parce qu'il était des Pyrénées aussi, et il me dit, comment tu t'entraînes, c'est quoi ta VMA, c'est quoi ta FC Max? Et moi, je le regarde avec les gros yeux en lui disant, j'en sais rien, moi, j'ai aucune idée, regarde, j'ai à peine un chrono, et alors lui, il est tombé des nues, quoi. Il me dit, mais tu sais, moi, enfin, voilà, il était entraîneur dans le domaine de l'aviron. Il avait entraîné le club de l'armée à Toulouse, donc il était vraiment entraîneur professionnel. Et il me dit, mais c'est pas croyable que tu arrives à avoir ces résultats sans avoir de notion d'entraînement. Alors je lui explique que je bouquinais, je regardais les programmes et je faisais ça. Donc en discutant, il m'a dit, écoute, on fera un test VM ensemble si ça te fait plaisir, avec le club de potriathlon où je suis adhérent. Et je t'expliquerai comment utiliser ces données. Et donc j'y étais, il m'a expliqué, et de fil en aiguille, eh ben, il m'a fait un premier programme, puis un deuxième, en me disant qu'il voulait pas entraîner. Et puis finalement, c'est devenu un pote, il m'a entraîné. Ça fait 10 ans qu'il me coach. Et c'est grâce à lui aussi que j'ai atteint ce niveau parce que voilà, j'avais pas toutes ces connaissances de la physiologie, de courir avec un cardio, pas trop vite, parce que on s'est rendu compte que j'avais toujours trop, enfin, que je courais trop vite sur la saison que j'ai fait. Pas faire des compétitions tous les week-ends parce que quand tu joues au rugby, ben, tu fais un match tous les week-ends et ma première saison de trail, ben, c'était une course tous les week-ends presque. Comme voilà, j'avais gardé le rythme du rugby, du coup, m'a permis voilà, de savoir planifier mes objectifs, de pas en faire trop pour arriver en forme et de bien m'entraîner. Est-ce que tu peux nous donner le nom de cet entraîneur qu'on le Ouais, salue? Nicolas Boyer. Nicolas Boyer. Salut. Bon, c'est toujours ton entraîneur aujourd'hui, hein? Oui, c'est toujours mon entraîneur. Fidèle en coach alors. Ah oui, 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 fidèle en tout parce que ouais, ouais, non, je me vois pas changer, quoi. Mhm. Clairement, ouais, c'est comme ça. Très bien. Bon, donc c'est en gros c'est un peu les Templiers qui a été le déclencheur de tout ça quoi. Oui, parce que c'était une grosse course et bon, en courant localement, gagnant des petites courses locales, c'est bien,
Ça veut pas dire qu'on est un super athlète, mais je pense que en se mesurant au templier au meilleur, ça permet de voir si on a du potentiel ou pas. Je vais te poser une question un peu vache, ça commence, c'est la série des questions un peu vaches. Est-ce que tu avais une seule qualité à retenir te concernant qui te permet de performer par rapport aux autres, ça serait laquelle? Le mental, Ouais, sans hésitation. ah oui, sans hésitation. Ouais. Ah oui, c'est sûr, je sais que c'est ce qui fait ma force. A contrario, un défaut qui t'empêche de performer autant que tu le souhaiterais. Un défaut. Mon mental aussi. Ça, Là, c'est intéressant. ma gestion de course, parce que voilà, mentalement, il faut aussi savoir se maîtriser, maîtriser ses émotions en course, maîtriser ça, voilà. Et je suis très mauvais parce que je suis capable de tout donner du début à la fin. Donc voilà, ça m'est arrivé, mais souvent de faire des ultras comme la diagonale où on parlait de Daen, courir sans borne avec Daen alors que c'était pas raisonnable, quoi. Mais du coup, enfin, pour moi, c'est kiffant et ça reste des super souvenirs. Mais mon entraîneur, si, voilà, s'il m'entend, il est fou parce qu'il m'a dit la diagonale, j'aurais dû la gagner déjà. Si j'avais été prudent. Une année, je suis parti avec Jim Wamsley. J'ai couru 80 bornes, dont 60 devant lui. Et cette année-là, j'abandonne, lui aussi abandonne. Et c'était peut-être l'année où j'étais le plus en forme. Mais si j'avais été prudent et si j'avais su gérer ma course, j'aurais peut-être gagné. Voilà, bon, c'est comme ça. Ça fait à la fois ma force et à la fois ma faiblesse parce que je n'arrive pas à gérer mes émotions en course et je veux tout donner, le meilleur, du début à la fin, alors qu'en ultra, c'est pas la bonne solution. Ça vient. Alors, peut-être essayer de creuser un petit peu cet aspect-là. T'as essayé d'un petit peu analyser aussi avec ton entraîneur pourquoi, quand tu sais pertinemment que suivre Jim Wamsley sur la Jag, c'est peut-être pas judicieux, tu le fais quand même. Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est un manque de confiance, un besoin d'être devant pour se rassurer, pour se dire, voilà, je serai pas à la bourre, je vais essayer de. Ah oui, là, tu seras pas là pour avec Jim Ah, Wamsley devant. voilà, je sais pas. Alors que à côté, enfin, ouais, j'ai eu fait, voilà, cette année, j'ai fait les citadelles, je suis arrivé, c'était la première longue distance de la saison, j'étais pas du tout en confiance. Même mon entraîneur m'avait foutu les pétoches, il m'avait dit, t'as pas fait de rythme depuis 2 ans, ça va être dur. J'ai fait 40 bornes derrière la tête en me baladant, et les 30 dernières bornes, j'ai couru les doigts dans le nez, et j'ai battu mon record de 20 minutes, j'ai fait le meilleur chrono voilà, de l'histoire, enfin, je crois, sur les citadelles, j'ai le meilleur temps, et en faisant une course de gestion, hein, et à côté de ça, voilà, malgré tout, là, à l'UTPMA, je me suis dit pareil, sauf que j'ai tenu 15 kilomètres avec les premiers, au bout de 15 bornes, je suis parti, quoi. Mhm. Alors que j'avais pas besoin de partir si tôt, j'avais qu'à gérer mon effort pour finir bien. Non, alors, est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que c'est un besoin de se mettre dans son rythme pour être plus à l'aise? Je sais pas. C'est pas l'analyse. Tu pratiques des séances de qualité, des séances de VMA, des séances un peu intensives ou tu es beaucoup plus sur un mode courir, faire du volume à intensité de course? Ouais, non, je fais de la qualité, mais justement parce que je suis pas pro, que j'ai pas 20 heures pour m'entraîner dans la semaine. Donc, forcément, il faut combler le manque de volume par rapport à d'autres athlètes qui font de l'ultra par de la qualité. Donc, je fais de la qualité la semaine et le volume plutôt le week-end sur la fatigue de la semaine. Mhm. Donc, la qualité, ça me permet de me fatiguer et de faire le volume fatigué si j'avais 25 heures ou 20 heures toutes les semaines pour m'entraîner, ben, je ferais peut-être que du volume, ça serait moins traumatisant, plus facile, du vélo, etc. Mais aujourd'hui, voilà, si j'arrive à me sortir 12 ou 15 heures par semaine, c'est très bien. Donc il faut que je fasse de la qualité pour combler le manque de volume. Alors ça explique aussi peut-être le fait que du coup j'arrive à partir vite, je suis à l'aise, je sais pas. Bon voilà, mais en tout cas je Mhm. fais de la qualité, ouais. Est-ce que tu croises vélo, d'autres activités Ouais. autres que la course à pied? Oui, vélo-route et VTT en complément pour faire du volume ou de la récup. Mhm. Ouais, oui, j'en fais Tu pas penses que mal. c'est fondamental dans l'ultra de manière Oui, générale? pour préserver ses articulations, non, je pense que c'est important. Ouais. On peut pas faire que courir, hein. Et puis en vieillissant, je le sens de plus en plus que j'apprécie de faire du vélo et que ça apporte aussi de la force, de la puissance. Mais c'est toujours un problème de temps, quoi. Si j'avais plus de temps, j'en ferais plus, c'est certain.
Est-ce que tu peux nous donner ton plus beau souvenir de trail jusqu'à l'heure actuelle? S'il y en avait un seul à sortir. Un seul, ouais, c'est peut-être la Diagonale des Fous, où j'ai fait troisième. C'était mon premier podium, donc partagé avec Benoît Girondel et François Daen, après avoir passé la tête de course avec lui. Ou alors ma victoire à la corrida, voilà, c'est ma course de cœur. Pour mon grand-père aussi, c'était un grand moment. Donc voilà, c'est totalement différent, hein. Une, c'est la Diagonale des Fous, l'autre, c'est la petite course de village. Mais les deux, elles ont beaucoup d'importance pour moi. Est-ce que sur ces deux courses, ces deux événements, sur ces deux plus beaux souvenirs de trail là, tu aurais fait quelque chose de différent, de manière différente? Ah non, du tout. Aucun regret. Mais comme partir vite, voilà, je sais que c'est pas raisonnable pour gagner, mais je regrette pas. Je me dis, j'aurais aussi pu faire 5 fois la Diagonale des Fous et partir à 30e et remonter que jusqu'à la 5e place et jamais la gagner aussi. Et j'aurais pas profité d'être en tête de la course, quoi. Mener, c'est quand même aussi des super moments. Partager sans borne à la DAN, pour moi, c'était un rêve, quoi. Est-ce que tu peux nous donner ton pire souvenir de trail, si tu devais en retenir un seul? Ouais, mon premier ultra, c'est la 6166 Occitane, qu'organise Antoine Guillon. Et voilà, j'étais parti comme pour un 50 bornes, sauf qu'il y en avait 120. Et vu que je voulais pas abandonner, j'ai fini, mais mort, déshydraté, fatigué, avec une tendinite au genou. Et donc ça, c'était mon premier ultra, mais c'est peut-être mon pire souvenir aussi parce que zéro gestion, alors que voilà, je savais que c'était un ultra et qu'il fallait être prudent, mais c'est peut-être mon pire souvenir. Qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience-là, Euh, principalement? euh, Qu'il fallait gérer, mais j'en ai pas trop retiré grand-chose en fait au niveau gestion. Je vais te poser la question, c'est un moment que j'appelle le moment extraordinaire. Alors c'est un jeu de mots qui vaut ce qu'il vaut, mais c'est un moment unique lié au trail, pas forcément le plus beau, mais le plus atypique. Ouais, à- j'ai eu la chance de faire le Beachcomber Trail à l'île Maurice. Et donc, c'était un 100 km et on passe dans des chasses privées. Donc, c'est une course qui est ouverte que un tracé qui est ouvert que le jour de la course. Et là, en pleine nuit, je me suis retrouvé en tête. Et donc, dans les chasses privées, il y a des cerfs, il y a des sangliers, il y a du gibier à foison. Et c'est assez impressionnant de courir avec la frontale et d'arriver dans des bosquets, de lever des dizaines et des dizaines de cerfs et passer à côté d'eux en courant et s'échapper. Donc, c'était un super moment de trail. Est-ce que tu peux nous parler de ton moment, que j'appelle le moment qu'est-ce que je fous là? Moi je te fais pas la traduction, hein, tu comprends bien ce que ça veut dire. Et un moment où tu dis qu'est-ce que je fous là, c'est quand? Ah, c'est un ultra, mais ça arrive presque sur chaque ultra, quoi. Il y a toujours des hauts, des bas, mais il y a des moments où on est vraiment dans le dur et on se dit, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi se faire autant mal? C'est le dernier où, voilà, c'est pas raisonnable et finalement on y revient. Donc ça arrive vraiment sur le long ou sur des entraînements aussi, un peu difficile, sur la fatigue des fins de semaine où on se dit, je serais bien au lit ou je serais bien avec ma femme et les enfants. Mais bon, Et dans ces moments-là, quelle motivation tu trouves? Tu trouves une motivation plutôt liée à l'objectif que tu t'es fixé ou à peut-être pas abandonner l'entraînement ou... l'entraînement, c'est la motivation, elle est dans l'objectif fixé. Et en course, la motivation, moi, elle est dans la famille parce que chaque course que je fais, je les partage à mes enfants et ma femme. Donc, la motivation, elle est de les revoir au ravitaillement suivant, de pouvoir franchir la ligne d'arrivée avec eux. Et aujourd'hui, c'est plus voilà, pour que mes enfants, un peu voilà, qu'on partage ça ensemble et leur inculquer des valeurs de dépassement de soi, quoi. Je crois que c'est en 2018 sur ta Diag qu'on voit, je crois que c'est dans un des reportages sur François Den, il me semble bien qu'on te voit sur un ravito. Tu me dis si je me dis pas de Ouais, bêtises. intérieur sport, peut-être. Ouais. Voilà, sur l'intérieur sport avec François Den, où on voit ton ravitaillement en haut de Maïdo, me semble-t-il, où on te voit avec ta femme qui s'occupe de toi, tes enfants à côté. C'est un moment particulièrement, je trouve, touchant, parce que tu sembles être plus ou moins dans le mal, et on voit qu'elle est vraiment patiente, qu'elle t'écoute, et tes enfants te regardent un peu attentiste, et toi, t'as toujours un petit mot à leur dire, et ouais, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ces retours là par rapport à ces situations?
Ah ouais, c'est toujours des moments forts, émouvants. Et en plus, le fait que là, cette année-là, ça a été capté par les caméras et que j'en ai un souvenir à vie, c'est très beau. Moi, parce que les petits, voilà, ils avaient 5 ans et 9 ans et ils se rendent compte que je souffre, que je suis dans le dur, donc ils me font un câlin. Ma femme, elle me ravitaille. Donc ouais, c'est des moments forts et ça remotive, quoi. Moi, à chaque fois, ça me requinque. On sort enfin, de ma fat crevé et de retrouver la famille qui me fait le ravito et on passe un petit moment ensemble, je repars regonflé, remotivé, quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte en tant que couple et en tant que parent, ces moments-là de partage dans les ultras? Est-ce que tu penses que ça apporte des choses en plus? Oui, 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 bien sûr. Nous, notre famille, moi, je pense que ça soude la famille. Moi, j'essaie de partager ça. Voilà, c'est quand même un sport où, comme on fait beaucoup d'heures d'entraînement, il y a une forme d'égoïsme, hein, parce qu'on passe beaucoup d'heures pour soi, pour se préparer, etc. Et j'essaie de le rendre à ma famille en les amenant à chaque fois avec moi. Et les destinations, voilà, souvent les courses, ça a été dans les îles, ça a été la Réunion, ça a été Maurice, ça a été la Corse, ça a été les Canaries, Madère, parce que à chaque fois, ben, c'est couplé avec des vacances et moi, c'est la compétition et la récompense pour la famille, c'est de pouvoir passer quelques jours après, profiter de la mer et profiter de quelques jours de vacances ensemble. Donc oui, ça nous apporte aussi de passer des super moments pendant la course et après la course aussi. Si je dis à mon épouse, on va courir dans les Alpes tous les 6 mois, bon, clairement, elle me dit: «Oh, mais tu vas tout», voilà, bon, elle préfère à la plage et moi aussi pour passer des belles vacances au soleil, voilà, je, je fais aussi en fonction de la famille. Est-ce que tu penses que vous vous connaissez mieux que... Alors c'est un peu réducteur de dire ça, mais mieux qu'un couple normal dans ces situations-là, je pense qu'on montre vraiment son vrai visage, quoi. Oui, oui, c'est sûr. C'est certain que là, quand je suis à bout de force et en haut du McDo, qu'elle a oublié les bonnes chaussures et que je lui dis: Fais chier, tu t'es planté de chaussures», voilà. Non, non, je pense pas qu'on se connaisse plus, mais il y a quand même, ouais, il y a quand même énormément de choses de partager, quoi. J'aimerais revenir sur, alors je suis désolé peut-être de pas faire un blocage, mais de parler de ce moment-là qui est, toi tu l'as dit toi-même, hein, qui t'a marqué aussi, ce moment partagé avec François Den. Euh, Moi, je suis un peu curieux de savoir ce que vous vous êtes dit. Est-ce que vous avez changé? Est-ce que François, quelle attitude avait François? Est-ce que vous étiez en mode détente ou voilà, nous donner un petit peu tes impressions. Ouais, lui, il a été top, quoi. Il est super sympa, simple, comme je pense 99% des athlètes dans le milieu du trail. Il est, ouais, on a couru ensemble. Lui, en fait, cette année-là, il avait dit qu'il voulait pas faire la course seul en tête, qu'il voulait plus partager, etc. Donc, je pense que ça l'arrangeait de pas se retrouver tout seul en tête parce que l'Espagnol là qui était avec lui avait abandonné là de chez Salomon, je me rappelle plus son nom. Donc on a couru en s'entraînant, on s'est relayé, on a discuté de tout, de rien, du boulot, de son exploitation agricole dans les vignobles. Moi aussi, le fait que je sois du milieu agricole. Donc ouais, on a parlé de plein de choses. On s'est entraidé sur les ravitaillements. Et ben, si j'arrive avant lui, je l'attendais un peu. Si lui il est avant moi, il attendait que je finisse de me ravitailler. Et vraiment, voilà, dans l'ultra, il n'y a pas la compétition, c'est pas un sprint, donc il y a plus de l'entraide. Et on a essayé d'aller le plus loin possible ensemble. Et quand j'ai lâché, il m'a encouragé, il m'a dit: «Allez, vas-y, serre les dents, reste avec moi». Et puis quand je suis arrivé, il était super content que je sois troisième, que je sois derrière lui et Benoît Girondel. Et il m'a dit: «Bah, j'espérais qu'une chose, c'est que tu craques pas et que tu finisses sur le podium avec nous». Donc voilà, c'est super sympa de sa part, ouais. C'est un bon gars. On entend pas mal de bruit un petit peu là, notamment sur la dernière édition où on voit pas mal d'ultra finir à égalité avec les deux premiers qui finissent la main dans la main. Je pense que notamment sur la diagonale, c'est plus vrai qu'ailleurs. Quelle est ta position, toi, par rapport au fait qu'à un moment donné, on se dit, même en tant qu'athlète élite, on se dit, ben là, on finit ensemble, on est dans la difficulté ensemble et on va jusqu'au bout ensemble sans forcément prendre le dessus l'un sur l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, ça me choque pas. Moi, je ferais pareil, parce que ça va pas changer foncièrement le cours de la vie d'un athlète de finir seul ou ex aequo ou voilà, on n'aura pas plus enfin, personnellement, je gagne pas ma vie grâce au trail. Je fais ça pour vivre des moments forts et je pense que c'est plus fort
de partager une course, une victoire avec un gars avec qui on a couru 100 km que d'aller se taper un sprint ou essayer de le faire répéter dans la dernière montée ou dans la dernière descente, quoi. Mhm. Donc moi, ça me choque pas, je trouve ça très bien. Et voilà, après c'est sûr que c'est bien qu'il n'y ait qu'un vainqueur, mais je peux comprendre d'arriver main dans la main et d'être dans le dur, de s'encourager. Il y a un moment, il y a des hauts, il y a des bas pour tous. Et je pense que dans l'ultra, ça se décide voilà, loin avant l'arrivée, quoi. Ce genre de choses. Et tu penses que ça se décide justement euh, proportionnellement à la difficulté de l'épreuve, c'est-à-dire que plus l'épreuve est difficile, plus on a de chances de finir main dans la main, de ton point de vue? Oui, oui, je pense. Oui, oui. Oui, si les deux athlètes ont le même niveau sur un e-board, c'est sûr qu'on va pas finir main dans la main. Non, c'est pas pareil. Il y a tellement de moments difficiles et d'entraide qu'on a besoin pendant l'épreuve que moi, je comprends de pouvoir finir main dans la main. Tu disais tout à l'heure que tu as commencé le trail assez tôt, à 18 ans. Ouais. Donc ça fait quelques années tu es dans ce milieu-là. Est-ce que tu as vu une évolution des mentalités de manière générale? Est-ce que tu peux nous en dire un peu, Euh, nous les parler de ça? mentalités, pas forcément une évolution du trail, oui, parce que à l'époque, quand j'avais 18 ans, il y avait 10 courses dans les Pyrénées en l'espace de 3 mois, il fallait les choisir. Et aujourd'hui, il y a 3 courses tous les week-ends. Donc c'est plutôt l'explosion du nombre de courses qu'il y a eu. Et les mentalités, ouais, peut-être l'évolution des équipements et tout ça, du business qu'il y a autour. Euh, c'est sûr que moi, à mon époque, j'achetais une paire de chaussures à Decat et il y avait que ça et ça faisait la saison et plus et un petit short, un t-shirt. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a voilà, un monde qui s'est monté autour du trail. Oui, l'évolution, elle va dans ce sens-là. Comment tu te positionnes toi en tant qu'athlète sponsorisé? Tu te sens comment par rapport à cet aspect-là? Tu te sens à l'aise ou tu te dis j'ai de la chance? Tu te sens un peu Oui, euh, oui, j'ai de la chance parce que j'ai eu des partenaires équipementiers qui m'ont toujours, voilà, qui m'ont aidé pour m'équiper, etc. Après, je, ouais, peut-être par rapport à d'autres sports, c'est sûr quand on voit les sacrifices que c'est et, et les gains qu'on a, on fait pas ça pour le côté financier, quoi. Comment tu vois ta pratique dans les années à venir? Du coup, tu comptes rester sur des formats ultra? Quels sont tes objectifs? Je sais pas trop. Oui, un ou deux ultras en fin de saison. Après, je fais pas des ultras toute l'année, hein. Cette Mhm. année, ça fait une année de reprise, donc j'étais progressivement pour faire l'UTMB, la Diagonale des Fous, mais je pense pas que ce soit. Enfin, je peux pas non plus en faire toute la saison. L'objectif, c'est de faire une bonne saison, de me préparer tout au long de la saison pour arriver performant en fin d'année sur un ultra. Donc oui, en faire un par an, pourquoi pas. Après, ça dépendra voilà, de ma famille, de l'envie. Pour l'instant, j'ai encore envie de l'équilibre familial aussi. Aujourd'hui, je vis sur l'exploitation agricole, comme je vous ai dit, avec mes parents qui vivent à côté de chez nous, qui sont dispo pour garder les enfants. Peut-être que demain, ça peut aller vite. Si mes parents sont plus là, le trail, je mettrai une croix dessus parce que j'aurai l'exploitation agricole, j'aurai le boulot, j'aurai pas plus des enfin, moins de temps à consacrer au sport. Donc, le trail, c'est la première chose que j'arrêterai, quoi. Avant le travail, l'exploitation agricole et la famille. Est-ce que tu peux nous parler de ta saison 2022? Là, on enregistre en fin juin 2022. Sur la fin de l'année, tes objectifs, ce sont, il me semble, l'UTMB et la Diag, tu confirmes? Oui, exactement. Donc, c'était une saison de reprise. Donc, le début s'est fait sur des formats courts. Donc, d'abord un 20 km en février, un 42 km marathon de montagne au Pays Basque en mars. En avril, les citadelles 70. En mai, le 60 km du Trail du Haut-Takam. Et là, le 105 km du l'UTPMA il y a 15 jours. Donc, comme ça m'a permis de monter en distance progressivement. Et l'UTMB fin août et la Diagonale des Fous en octobre. Ça sent la saison construite au cordeau, ça, hein. On sent Oui. il y a de la réflexion derrière, hein. Ouais, c'était facile d'avoir de la réflexion parce que n'ayant pas fait de compétition pendant 2 ans, il fallait forcément y aller progressivement.
Et je pensais pas pouvoir faire. J'ai jamais fait 2 ultras dans la même saison. D'habitude, je faisais vraiment que la diagonale des fois en fin d'année. Et là, en fait, j'avais encore les points pour avoir un dossard préférentiel à l'UTMB. Donc, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite cette année. Je l'ai jamais fait l'UTMB, ça sera une première. Donc, c'est davantage pour découvrir l'UTMB et essayer d'être performant à la Réunion. Super. Quelle approche, on va revenir un petit peu à la Diag de cette année. Du coup, voilà, comme tu disais, tu vas cumuler, tu vas enchaîner deux gros objectifs. Quelle approche tu as au niveau, on va utiliser le terme stratégie, mais comment tu te positionnes sur la priorité des objectifs là? Plutôt UTMB, plutôt Diag? Comment ça va être compliqué là? Ouais, ça sera la diagonale. L'UTMB, je connais pas, j'y ai jamais été, je connais pas le parcours. C'est quelque chose qui est, enfin, on me dit que c'est roulant plus que la Réunion. Moi, les terrains de la Réunion me conviennent parfaitement parce que c'est technique, il y a du gros dénivelé. Il faut pas prendre les bâtons. Moi, voilà, je fais pas de ski, je sais pas trop utiliser les bâtons. Donc, la Réunion, ça me convient bien, on va dire, à mon profil. Je sais qu'à l'UTMB, je serai moins performant parce que les bâtons, je sais pas trop m'en servir, il les faut. Qu'il y a des grandes pistes où ça va courir très vite et moi, je suis pas forcément quelqu'un de super rapide. Il y aura moins de difficultés techniques, donc ça. Donc voilà, l'UTMB, c'est vraiment pour découvrir et faire une belle course, aller à Chamonix, et pareil en famille, parce qu'ils connaissent pas Cham, et moi j'y étais qu'une fois, et participer à cette fête, quoi, parce je pense qu'il faut faire, au moins l'avoir fait une fois dans sa vie quand on aime le trail. Est-ce que tu as un rêve de trail, alors que ce soit une course que tu n'as jamais fait, que tu aurais aimé, hormis l'UTMB, hein, une course que tu n'as jamais fait, ou un off, ou un défi, quelque chose de ce genre, lié au trail? Non, non, j'ai plein d'idées, mais pas de rêves particuliers, quoi. Mais je me dis que mes rêves, je les ai déjà atteints. Et tu les as déjà atteints. Bon, c'est parfait. Ouais, ouais, ouais. Super. On arrive tranquillement à la fin de notre entretien, donc je te remercie Maxime. Est-ce que tu veux aborder un dernier sujet ou faire passer un message? Peut-être remercier tous les gens qui me suivent parce que j'ai quand même voilà, beaucoup de personnes autour de moi qui m'aident, qui m'encouragent, ma famille, mon entraîneur, les amis qui sont avec moi sur le bord des sentiers pour venir s'entraîner quand j'en ai besoin. Voilà, c'est le côté performance aujourd'hui, c'est un tout quoi. C'est pas que l'entraînement, c'est pas que le coach, c'est pas que la famille, c'est un tout. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un cadre de vie privilégié dans une belle région où je peux m'entraîner sereinement avec une vie équilibrée, épanouie sur tous les côtés, à la fois personnel, professionnel. Et je pense que voilà, du coup, je remercie toutes ces personnes-là parce que c'est aussi grâce à elles que je performe et que j'arrive à remettre le pied à l'étrier, notamment cette saison. Bon, bah super. Bah, message passé. On salue donc toutes les personnes qui te suivent et qui te soutiennent. Allez, on passe à la dernière partie, des questions rapides et des réponses sans argument. Est-ce que tu es prêt? Oui, Ton plat favori après la course? une entrecôte, sauce roquefort, Oh. À point, bien cuit, bleu, à point. à point. Boisson favorite après la course? De l'eau. De l'eau. Ouais, Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? bar, Fait maison ou industriel? non, industriel. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse rafale de vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Je crois avoir la réponse déjà. Les racines. Tu préfères courir de nuit ou de jour? De nuit. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Rien du tout. Rien du tout. Bon, super. Maxime, je te remercie énormément pour le partage pendant cet épisode, c'était chouette. Si tu veux bien, on continue pendant 5 petites minutes pour répondre à quelques questions qui ont été posées par les soutiens Patreon. Et je te remercie énormément pour le temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Merci Maxime, salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie de Maxime Casajous, que je remercie énormément pour le temps qu'il nous a accordé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple, rendez-vous sur Let's Try Podcast sur Facebook ou Instagram. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf et bientôt sur Instagram également.
J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut!